Ce sont les premières images que j'ai filmées des révolutionnaires Toubou. On commençait à savoir à Paris qu'il y avait un corps expéditionnaire français qui combattait au Tchad depuis 1968. De cette rébellion, on ne savait pas grand-chose. Mais on apprendra plus tard que 200 militaires français y ont quand même été tués dans l'anonymat. Il est 6 heures du matin, nous sommes à Aouzou, dans les ruines d'une école bombardée par l'aviation française. Nous avons un message du Derdey, réfugié en Libye, à l'attention de son fils Goukouni, qui commande la 2e armée du Nord. Trois hommes sortent pour chercher de la nourriture au village. Regardez bien, c'est maintenant que l'embuscade va commencer. Dès les premiers coups de feu, un combattant est tué à l'intérieur de l'école. Personne ne s'approche des ouvertures, les combattants pris au piège ne ripostent plus. Gilles Caron est le premier à hurler. Journaliste. On est des journalistes français. Les coups de feu cessent, Gilles ramasse un chèche blanc et sort les mains en l'air. 5 minutes plus tard, nous sommes prisonniers de l'armée régulière tchadienne. Les révolutionnaires Toubou, eux, sont restés dans l'école. Et les tirs ont repris. Nous avons plutôt mauvaise conscience. Vers la fin de l'après-midi, cessez le feu à nouveau. Les Goumiers veulent transmettre un message aux assiégés et sauver notre guide-interprète, Ouardougou, qui est le cousin du Derdey. Le message est rédigé en français. Salut à toi, Ouardougou. Les Goumiers te saluent bien et la suite invitait Ouardougou à se rendre. Nous retournons dans l'école et je prends à la sauvette quelques images des combattants. Un orin essaye de leur expliquer que les Goumiers vont donner l'assaut et qu'ils vont tous mourir s'ils restent là. Non. Tu décides, moi, partir. Tu viens avec nous? Oui. Hein? Eux, ils restent? Ils restent dans la maison? Oui. Faut rester? Tu restes là? Regarde l'autre. Tu restes là? Hein? Il reste là? Et l'autre? Tu restes là? Hein? Reste ici? Nous, on peut partir. Mais les autres, ils restent là. Hein? Mais ils vont sûrement... Peut-être qu'ils vont mourir parce qu'ils vont attaquer avec les grenades. Les Goumiers. Mais seul notre guide Ouardougou finira par accepter de se rendre. Tu décides, moi, partir.
Nous rejoignons les Goumiers qui craignent l'arrivée des renforts rebelles à la tombée de la nuit. Ils jettent quelques grenades à l'intérieur de l'école avant de se replier. Cinq ans plus tard, j'aurai vraiment la très grande joie de retrouver 3 survivants. Mahamat Moussa, Lenou Youssouma et Issa, qui a pris le surnom de Issa journaliste. C'est à bord d'un simple avion de tourisme que Pierre Claustre, encore une fois, a décidé de rejoindre clandestinement le massif montagneux du Tibesti, dans l'Est saharien, où depuis le 21 avril 1974, sa femme Françoise est l'otage des révolutionnaires Toubou. Il nous fallait sans cesse échapper au contrôle aérien civil et militaire, avec le handicap des 800 kilos de surcharge pour l'essence nécessaire au retour. Après 13 heures de vol, alors qu'il ne restait plus que 20 minutes d'autonomie, nous avons eu beaucoup de mal à repérer la piste. Nous allions à nouveau rencontrer les Toubous, nomades révolutionnaires, combattants du Frolina, en lutte contre le pouvoir de Djamena, l'ex-Forlami, depuis 1968. Pierre Claustre allait tenter de rejoindre sa femme dont il était sans nouvelles depuis la libération manquée du 1er août. Toujours hospitalier, il nous accueille gentiment. Je reconnais aussitôt Souliman qui m'adresse un petit bonjour. Pendant que nous déchargeons nos bagages, d'autres combattants arrivent de partout et entourent l'avion. Nous nous inquiétons immédiatement de Françoise. Mais visiblement, aucun d'eux n'avait reçu d'instruction pour nous répondre. Nous n'arrivons pas à savoir non plus si Maloum, Goukouni ou Adoum sont dans la région. 2 messagers sont partis prévenir leur chef de l'identité des passagers de l'avion. Le lendemain matin, nous avons rejoint les membres du Conseil de la Révolution, réunis dans une grotte à proximité de la plus proche Palmeraie. Goukouni, vice-président du Conseil. Il est le fils du Derdey, l'ancien chef traditionnel et religieux du Tibesti. 4 de ses frères ont été tués par le corps expéditionnaire français en 1970. Il est le fondateur de la 2e armée du Frolina. Adoum Togoy, chef d'état-major des Forces armées du Nord. Ancien caissier à Fort-Lamy, il a rejoint la rébellion avec la caisse de sa banque. Hissène Abré, président du conseil de commandement des Forces armées du Nord. Licencié en droit, diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer, diplômé de sciences politiques à Paris. Il a 33 ans.
Hissène Habré m'a toujours déclaré qu'il considérait la captivité de Madame Claustre comme un fait extrêmement pénible, mais qu'elle prouvait à l'opinion internationale que la lutte révolutionnaire au Tchad existe et se développe. La rançon exigée, 400 millions d'anciens francs et 600 millions de matériel non militaire, est considérée comme une indemnisation pour les centaines de tués et blessés, les villages bombardés et les palmeraies incendiés par l'armée française. Tous ces dirigeants évitent de faire référence à une idéologie révolutionnaire déterminée. Le problème, disent-ils, trouva sa solution dans l'action. La parfaite connaissance d'un terrain favorable aux embuscades, leur grande mobilité et leur résistance physique, ils peuvent couvrir 80 km en une nuit avec quelques dattes et un peu d'eau, ont fait que l'intervention française obtenue par Tombalbaye de 1968 à 1971 échoua militairement. Aujourd'hui encore, une présence militaire française demeure en place à N'Djamena. Elle encadre les troupes et la gendarmerie tchadienne et prête son soutien aérien aux opérations militaires. Pendant 3 jours, nous allons ignorer où se trouve Françoise Claustre. Goukouni a fait répondre à son mari qu'elle se trouvait à 5 jours de marche et qu'il ne pourrait pas la rencontrer. Pierre a demandé qu'on lui remette les livres, les médicaments qu'il avait apportés pour elle. J'ai alors moi-même demandé à Hissène Habré où se trouvait Françoise. Il m'a répondu qu'en fait, elle se trouvait dans le village à 500 mètres de notre camp. L'atmosphère était toujours tendue et je voyais bien que le fossé se creusait entre le mari de l'otage et les révolutionnaires. Le matin du 4e jour, on est venu me dire de me tenir prêt avec mes caméras. 5 minutes plus tard, sans qu'on m'ait donné d'explication, je marchais en direction du village où j'allais rencontrer Françoise Claustre. Françoise, comment se passe une journée? Que voulez-vous que je vous dise? Une journée. J'essaie de penser à l'acte présent. J'essaie de penser à rien. J'attends. J'étouffe. J'étouffe tout ce que je pense. Contre tous ceux qui ne s'occupent pas de moi. Voilà. J'essaie de me dire que j'ai la vie, que je la garde, que c'est déjà beaucoup. C'est tout. De tous ceux qui m'abandonnent, j'essaie de cacher mon amertume, ma rancune, de l'oublier. Souvent je pense à mon mari, à ma famille. Et ça me fait tellement de mal que j'essaie de ne pas y penser. Sinon, je m'occupe, comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio. Et je prends un peu de réconfort auprès de la population.
qui reste bonne avec moi. Voilà. Au point de vue nourriture? Au point de vue nourriture, pendant longtemps, je recevais des colis, je me nourrissais avec un tas de boîtes de conserve et tout. Maintenant, je vis comme les autres, mais je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas du tout, parce que, mon Dieu, vous savez, d'une façon générale, on mange toujours trop. Alors quand je mange à ma faim du riz, toujours du riz, mais il y a de l'huile, des tomates, il y a beaucoup de dattes en ce moment. J'ai pas du tout à me plaindre de la nourriture, que voulez-vous que ça me fasse? Je mange à ma faim. C'est pas le problème, c'est vraiment pas le problème. De temps en temps, d'ailleurs, on tue un chameau ou un bouc. Mon Dieu, je me plains pas du tout de la nourriture, ça va très bien. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre mari? Je n'ai pas vu mon mari exactement, nous sommes aujourd'hui le 22. Je n'ai pas vu mon mari depuis 4 mois. 4 mois, puisque j'ai quitté mon mari la dernière fois. Je ne l'avais vu d'ailleurs que très très brièvement, naturellement. J'ai quitté mon mari le 21 avril. Hier, c'est l'anniversaire de mes 16 mois. L'année dernière, je me souviens, à la même époque, je me réjouissais de Noël. Parce que j'étais sûre de passer Noël en France. Cette année, je n'y pense pas, je ne veux pas y penser. Parce que sans doute Noël, je serai ici, toute seule comme l'année dernière. Ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que je me suis rendu compte par les émissions à la radio que le gouvernement mentait. Qu'on mentait au gouvernement, d'où je n'en sais rien, sans doute de Fort-Lamy, et que l'on mentait à la radio. Et encore récemment, j'ai entendu, mais oui, l'affaire n'est pas au point mort, mais oui, on ment. Qu'est-ce que vous pensez des négociations? Négociations lamentables. Jamais j'aurais pensé que le gouvernement français soit si lâche. S'il y avait un enjeu pour lui, si c'était à l'ambassadeur, bien sûr, il aurait fait quelque chose. Et pour des gens comme moi, et comme était M. Combes, rien. Facile à résumer. On a été, enfin je parle de nous parce que M. Combes a été là pendant 1 an. On a été défendus par quoi? Par l'inertie, l'inaction. Il n'y a qu'à voir comment les négociations ont débuté. Si mon mari n'avait pas supplié de prendre contact et n'avait pas pris contact, peut-être on serait resté des mois et des mois sans premier contact. On a été défendus par l'inaction, par l'inertie, par l'abandon, par la lâcheté et par le mensonge. Bien sûr, négociations et quelques efforts ont été faits, mais on n'a rien fait de concret, de réel pour nous. Rien. Et maintenant, on essaie de se laver les mains en disant que le Tchad va régler notre problème. Le Tchad va régler notre problème. Le Tchad, Maloum et compagnie, ils attendent que je crève. Ils seraient ravis, ou plutôt, peut-être pas que je meure, mais
que les négociations durent le plus longtemps possible. Et la France ne croit pas, et fait semblant de croire que les choses vont s'arranger. C'est honteux, honteux, honteux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Naturellement, je ne vais pas mourir, les révolutionnaires ne me tueront pas. Je garderai la vie, et qu'est-ce que je deviendrai? Je deviendrai folle au bout de 3 ans. Négociation, c'est pas le terme à employer. Les négociateurs, c'est des commis voyageurs d'abord, au début. Ensuite, M. Stéphane Hessel est venu, mais ça n'a rien donné. Et une fois que le Tchad a fermé la porte aux Français, les Français s'écrasent, lâchement. Très vite vous revoir à Paris. Et donc ce n'est qu'un au revoir. Oh, écoutez, ces paroles-là, je ne veux pas les entendre. Non. Faites ce que vous pouvez pour moi. C'est tout. Pendant le temps de cette interview, Pierre Claustre était arrêté et détenu comme nouvel otage des révolutionnaires. En me priant de partir immédiatement, Hissène Habré me confirma l'arrestation de Pierre Claustre, fonctionnaire français, et m'annonça l'ultimatum qu'il envoyait à la France. Si les accords du 1er août ne sont pas respectés, le 23 septembre 1975, à 10 h du matin, Françoise Claustre sera passée par les armes. Hissène Habré attend un négociateur français dans le Tibesti. Notre contact avec les révolutionnaires tchadiens a lieu à Our, dans le Tibesti. Cette révolution, pauvre et isolée, est la première révolution du continent africain dont les revendications ne sont ni anticolonialistes ni séparatistes. Si les Toubous ont été révélés à l'opinion internationale par l'affaire de prise d'otage dont Françoise Claustre est toujours victime, leur révolution a commencé bien avant. Les premiers troubles apparaissent dès 1965. Les populations du Nord et de l'Est, victimes de discriminations ethniques et religieuses, entrent en rébellion contre l'administration mise en place par les Français au moment de l'indépendance. Goukouni Wadaï, vice-président du Conseil de la Révolution. La poursuite des négociations pour la libération de Françoise Claustre dépend essentiellement du gouvernement français s'il désire la sauver. Pourquoi la dernière négociation a-t-elle échoué? L'échec de la dernière négociation provient du fait que le gouvernement français n'a pas tenu ses engagements. Où en est la réconciliation nationale? Au moment où nous parlons, il n'est plus question de parler d'une réconciliation nationale. Je vous précise que la reprise des négociations pour la libération de Françoise Claustre n'a aucun rapport avec la réconciliation nationale. Monsieur Pierre Claustre est-il toujours retenu dans les zones libérées de la 2e armée du Frolina? Monsieur Claustre vit bien dans les zones libérées. Les négociations pour la libération des otages avaient suspendu toute action militaire dans le Borkou, l'Enedi et le Tibesti. Aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre. Le jour même du départ des troupes françaises, 4 assassins gouvernementaux incendient la palmeraie de Zouy et tuent une centaine de civils. 2 jours plus tard, Goukouni contre-attaque avec 80 combattants et tue dans une embuscade une trentaine de soldats récupérant au passage de l'armement moderne en grande quantité. Les révolutionnaires tiennent tout le nord du Tchad, à l'exception des 5 palmeraies de Faya-Largeau, Zouar, Fada, Oulianga et Bardaï. Toutes ces places fortes sont ravitaillées par poids aérien. À la cadence d'une centaine de recrues par mois, l'effectif du Front révolutionnaire ne cesse de s'accroître et refuse même des volontaires à cause des problèmes de ravitaillement et d'équipement.
Il y a 3 écoles en zone libérée. Les cours sont donnés en français par des combattants instituteurs.